Nous allons travailler sur le dernier chapitre du thème 2, l'Europe et le monde au XIXe siècle, qui nous a permis de comprendre comment le décollage économique de l'Europe lui avait permis de dominer le monde. Le chapitre 3, l'Europe, peuple et conquiert une partie du monde, est constitué de deux parties, celle dont nous traiterons maintenant qui est la partie sur l'émigration, puis celle sur les sociétés et les empires coloniaux que conquiert l'Europe au XIXe siècle. Nous avons vu que l'industrialisation transformait profondément les sociétés européennes, que cette industrialisation enrichissait une partie de l'Europe tout en appauvrissant une nouvelle catégorie sociale qui est celle des ouvriers, catégorie sociale qui prend part aux révoltes de 1848 dans toute l'Europe, puisque c'est ce printemps des peuples, les révolutions de 1848, ont à la fois pour cause la misère ouvrière et la volonté de liberté de certaines nations opprimées, la volonté par exemple des Italiens de former un État-nation. Au XIXe siècle, l'Europe est donc un continent qui se transforme profondément, à la fois au niveau social et au niveau économique. Je vous laisse quelques secondes pour noter les titres de ce chapitre. La première question est pourquoi tant d'Européens quittent-ils l'Europe au XIXe siècle? Ça fait bien sûr écho au programme de géographie sur l'immigration internationale. Nous venons de corriger le devoir commun, donc ça doit vous rappeler un certain nombre de choses. Nous allons rapidement voir en première sous-partie que l'Europe est le continent le plus peuplé du monde à la fin du XIXe siècle. Voici une graphique sur laquelle nous allons travailler. Il se trouve page 98 de votre manuel. La première évidence à la vue de ce graphique est que la croissance démographique en Europe est très importante au XIXe siècle. En effet, en 1800, les Européens sont 195 millions. En 1900, les Européens sont 422 millions. La population européenne double donc entre 1800 et 1900. Ce phénomène a lieu essentiellement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, puisque l'augmentation est de 70 millions entre 1800 et 1850. Elle est beaucoup plus importante entre 1850 et 1900. Je vous rappelle que lorsqu'on travaille sur un graphique, il faut donner des chiffres. Cette augmentation de la population européenne, qu'on appelle donc croissance démographique, est liée au fait que la mortalité, le nombre de morts dans une population, diminue, alors que la natalité reste identique. Les familles continuent donc à avoir 4, 5, 6 enfants, alors que les jeunes enfants, notamment, meurent beaucoup. Cette baisse de la mortalité est liée essentiellement à deux facteurs, une amélioration de la nourriture à la fois en quantité et en qualité, ainsi qu'à une amélioration de l'hygiène, l'apparition du savon, l'apparition des poubelles, également l'amélioration de l'hygiène dans les hôpitaux et la vaccination mise au point par Louis Pasteur. Ce phénomène a lieu donc essentiellement dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Voici la leçon que vous avez dans votre cours. Pour la suite du cours, je vais vous demander d'ouvrir votre manuel à la double page « Quitter l'Irlande au XIXe siècle ». Vous allez donc dans le sommaire d'histoire. Dans le chapitre « L'Europe de la Révolution industrielle » et vous trouvez l'étude « Quitter l'Irlande au XIXe siècle ». Le premier document sur lequel vous avez travaillé est celui sur la crise irlandaise des années 1840. C'est un texte de Léonce Lavergne,
extrait d'un livre qui s'appelle Essai sur l'économie rurale de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande. Ce document date de 1854. L'Irlande est-elle concernée par la croissance démographique européenne? Je vous ai demandé de justifier votre réponse à cette question. La réponse se trouve dans la première partie, et même dans la première phrase. Oui, l'Irlande est concernée par la croissance démographique européenne, puisqu'en 1800, elle compte 404 millions d'âmes, c'est-à-dire 4 millions d'Irlandais, et qu'en 1846, sa population a doublé, puisqu'il y a 8 millions d'Irlandais. La deuxième question, de quoi les Irlandais se nourrissent-ils principalement dans la première moitié du XIXe siècle? La réponse est là, la culture des pommes de terre s'est étendue, etc., etc. Elle couvre un tiers du sol cultivé et fournit les 3/4 de la nourriture des campagnes. La réponse à la question 2 est donc la pomme de terre. Question 3, quelles sont les 2 conséquences des mauvaises récoltes décrites dans ce texte? Les mauvaises récoltes provoquent des disettes. On vous dit que cela correspond à une insuffisance de nourriture. La deuxième réponse est le propriétaire ordonne l'expulsion des fermiers qui ne peuvent plus payer leur loyer. Ils n'ont donc plus aucun moyen d'existence puisqu'ils n'ont plus de terre à cultiver et deviennent des vagabonds. Je vous ai ensuite demandé de travailler sur les documents 4 et 5 en vous demandant d'abord quel était le point commun des 3 premiers pays d'accueil des Irlandais, États-Unis, Australie, Canada. Ce sont 3 pays dans lesquels on parle actuellement anglais et qui, à l'époque du 19e au 19e siècle, appartiennent à l'empire colonial britannique. Je vous expliquerai dans le cours suivant de quoi il s'agit. Du coup, dans le document précédent, le document 4, on peut voir que ce qui attire les Irlandais aux États-Unis, c'est la promesse de salaires élevés et le fait que les États-Unis font des campagnes pour inciter les hommes à se rendre en Irlande. Recherchons 1 million d'hommes, bon salaire. Ces traversées sont également facilitées par les navires à vapeur et bien sûr par le fait qu'aux États-Unis on parle anglais et qu'un certain nombre d'Irlandais parlent anglais. Attention, les Irlandais parlent également le gaélique, mais cette langue est en recul dans la dernière moitié du XIXe siècle.